Notre histoire aujourd'hui commence comme un des meilleurs épisodes d'une sorte de chronique amusante dans le style des Don Camillo. Imaginez un peu, dans le verger éclairé par la lune, 4 silhouettes sont en embuscade derrière un tas de foin. Le propriétaire, un nommé Mouton, et 3 amis, Monsieur Abbé, Monsieur Castagnoli et l'ancien garde champêtre Saint-Mattei. Celui-ci serre la crosse d'une grosse pétoirge en tromblon qu'il a décrochée d'au-dessus de sa cheminée. Le but de cette affaire nocturne, démasquer le sinistre personnage qui pille chaque nuit les fruits et les légumes du verger de Monsieur Mouton. Dans la campagne, au-dessus du Lavandou, on entend les bruits de la nuit. Une cigale attardée qui prend la lune pour le soleil. Soudain, les 4 hommes sursautent. Mais ce n'est que le battement des ailes d'un oiseau de nuit. Les battements de cœur s'apaisent et l'attente reprend. Vous voyez, cela commence comme dans un bon vieux film où tout le monde parle avec l'accent et où l'on se tend des pièges pour se tirer des cartouches de gros sel dans le postérieur. Et vous verrez, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour un vaudeville méditerranéen. Vous verrez la belle brune vivant dans une petite cabane et amoureuse du héros. Vous verrez le brave garçon pauvre en butte au ragot du village. Vous verrez également un petit inspecteur très folklorique qui prend son métier au sérieux et un prêtre au grand cœur. Mais les coups de feu que vous entendrez dans un instant sont réels. La cour d'assises est un vrai tribunal et le quiproquo ne fera pas rire. Il mettra en jeu toute la vie d'un homme. Heureusement, il y aura aussi un coup de théâtre et une fin très morale à cette histoire, intitulée « L'inspecteur Brun prend le mouton par les cornes ». Nous sommes en 1944 dans le paisible petit village qui est encore le Lavandou. Les bruits de la guerre sont proches, le maquis n'est pas loin non plus, mais le Lavandou vit quand même à son rythme, celui qui veut que l'on fasse chaque chose en son temps. Gino Corni s'est intégré à cette vie. C'est un Italien, un garçon de 24 ans, doux et gentil, toujours souriant. D'un sourire un peu triste peut-être, car la vie n'est pas facile pour lui. Il est né à Modène, le premier d'une famille de 7 enfants. En tant qu'aîné, il ne fréquente pas beaucoup l'école et très tôt commence à travailler avec son père, le maçon. À la déclaration de la guerre, le voilà incorporé. Il a un poste tranquille en accord avec sa nature pacifique. Il garde le magasin de l'intendance. Mais en 43, c'est la débâcle italienne. L'armistice de Badoglio. C'est la panique dans les troupes, la fuite désordonnée. Très vite, Gino Corni voit nombre de ses camarades tomber entre les mains des Allemands et, peu désireux de partager leur sort, il part dans la montagne. Il tombe sur un petit groupe d'hommes plus ou moins organisés en maquis de protection. Le jeune Italien est sympathique, on le recueille. On ne regrette pas cette décision de Gino Corni est le plus serviable des compagnons. Aussi, l'on s'arrange pour lui trouver le plus vite possible des vêtements civils et surtout, une fausse identité qui lui permettra de travailler car il ne désire que cela. Alors Gino descend ainsi dans le pays et propose ses services, qu'on lui donne n'importe quoi, la tâche ne le rebute pas. Mais on se méfie. Ce garçon qui parle à peine 3 mots de français, sûrement un déserteur, mauvais ça. Bien sûr, il a une bonne figure, mais c'est un de ces Italiens, allez, on ne sait jamais avec ces gens-là. Heureusement pour lui, il y a Monsieur Mouton. Henri Mouton est un brave homme et il va montrer l'exemple. C'est lui qui, le premier, embauchera Gino pour bêcher sa terre. Monsieur Mouton possède un verger et un potager qui font sa fierté. Sa fierté est la nourriture de sa famille, car n'oublions pas que nous sommes en guerre et que des fruits et des légumes frais, c'est précieux. Et Gino Corni va bêcher le potager de Monsieur Mouton, lui faire aussi tous ces petits travaux qui traînent un peu quand on préfère se reposer au soleil. Tu vas voir, Gino, dit Monsieur Mouton. Si moi je t'emploie, et si je suis content de ton travail, tu ne chômeras pas. Effectivement.
Les autres habitants observent ce test, demandent à Monsieur Mouton ce que vaut son protégé. Il est parfait, répond le brave homme. Alors c'est d'abord Castagnoli, le bon copain de Mouton, qui l'accueille et le nourrit pendant 4 mois. Et petit à petit, tout le monde emploie Gino et tout le monde est content. Surtout Gino, bien sûr, qui mange enfin à sa faim. Vous êtes mon bienfaiteur, dit-il à Monsieur Mouton, et chaque matin, en descendant travailler en ville, Gino n'oublie pas de passer saluer Monsieur Mouton. Il y a quelqu'un d'autre qui le regarde passer chaque jour. Elle s'appelle Marie-Louise. Marie-Louise Farès. Elle est ravissante, brune, piquante. Les femmes l'appellent la fille de l'Espagnol, mais les garçons l'ont surnommée Fleur de la Pampa. Malgré ce surnom, Marie-Louise n'a rien d'une jeune fille légère, au contraire. Elle est sérieuse, secrète, difficile à approcher. Gino la remarque, alors qu'elle remonte de la fontaine où elle va remplir sa cruche, tout un poème. Elle baisse les yeux, bien sûr, quand il la croise, mais quelques pas après, elle se retourne vivement, et lui aussi, au même moment. Il est plaisant, ce garçon mince, aux muscles durs et aux cheveux drus. Elle s'arrangera pour repasser à la même heure les jours suivants. Ils feront connaissance, lui portera sa cruche. Un jour, il lui vole un baiser. C'est charmant. Un vrai film pour le dimanche après-midi à la télé. Voilà notre Gino fiancé à la Fleur de la Pampa. Il est officiellement convié à la maison du papa, l'Espagnol Ramon Farès. La maison. Ah, il faut voir. En pleine campagne, cette minuscule baraque de bois avec un petit auvent, un tonneau pour l'eau de pluie. Ah, c'est pourtant là qu'elle vit, Marie-Louise, dans 2 pièces grandes comme un timbre-poste avec le vieux Ramon et ses 2 fils, Jacques et Raymond. Au comptant de leur sœur, les fils Farès ont une réputation, disons, mitigée. Ils préfèrent profiter de la douceur du climat que de se tuer à la tâche. Mais Gino est amoureux. Il demande la main de sa Fleur de la Pampa. Hé hé! Comme il y va, le petit! Hé, oh! Le mariage comme ça, sans le sou, déserteur, avec de faux papiers, comme il y va. Il commence par faire quelques économies, et à la fin des hostilités, il l'épousera, sa Marie-Louise. Alors Gino réfléchit, après tout, pourquoi pas. D'autant plus que le père Farès lui propose, en tant que fiancé, de venir habiter la cabane. Il dormira à côté de Raymond, son futur beau-frère. Convenance oblige. Le travail de Gino apporte un peu d'amélioration à l'ordinaire frustre de la famille. Et on est surtout bien content qu'il soit là à cause des frais. Lorsque sa fiancée tombe assez gravement malade et qu'il faut l'opérer, eh bien Gino paie. Gino travaille. Il travaille même sur un chantier éloigné pour remplacer un coiffeur que les Allemands avaient réquisitionné et lui permettre de tenir sa boutique. Brave Gino. Pour lui, la vie est belle. Ce n'est pas le cas par contre de Monsieur Mouton. Lui, il a des soucis. Figurez-vous que sa vigne, son potager, son verger sont littéralement pillés. Toutes les 2 nuits environ, un mystérieux malandrin vient faire une razzia de bons fruits et d'excellents légumes que Monsieur Mouton destine à sa consommation personnelle. Ah, ça commence à bien faire, cette histoire, explose un beau matin le propriétaire Gruget. Je vais y mettre le haut là, pas plus tard que tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez faire, demande Castagnoli, son collègue, à l'heure de l'apéritif. Justement, je compte sur vous pour m'aider. Sur moi? Oui, oui. Et aussi sur Samati et Abbé. Comment ça? Ben, nous allons tendre une embuscade cette nuit. Une embuscade? Mais c'est dangereux. Pas du tout. Nous serons 4. Et nous allons donner une bonne leçon à ce voleur. Et voici, dans la nuit parfumée, du 2 au 3 août, les 4 compères partant pour la vigne de Monsieur Mouton, à la fois tremblant un peu mais excités par l'événement. Les voici qui se mettent à l'affût pour cette nuit qui va se terminer tragiquement. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Les 4 hommes sont tapis dans la vigne de Monsieur Mouton et les heures passent. De ci, de là, un bruit. On sursaute et puis on se calme et l'attente reprend. On s'endort presque. Surtout Samati, l'ancien garde champêtre qui est seul. Comme il est armé, on l'a mis à l'écart pour surprendre le maraudeur de 2 côtés à la fois. Soudain, voici une ombre qui franchit le petit mur et qui avance dans le sentier sans hésiter, comme quelqu'un qui se sent chez lui. La lune se montre un instant, et l'on voit assez bien l'homme, vêtu d'un pantalon kaki, genre militaire, et d'un tricot sombre. Sous le bras, il tient un gros sac de toile qui est roulé. Ah, mon salaud!
Si tu crois le remplir cette nuit, tu vas avoir une surprise, souffle Monsieur Mouton. Sourire de ses collègues. La silhouette approche, passe à 1 mètre de Samatéi, qui ne fait pas un geste, et se retrouve ainsi derrière le voleur. Parfait, parfait, approche encore, mon joli, pense Mouton. La silhouette débouche alors au coin du chemin et Monsieur Mouton ne peut se retenir de bondir. Il l'a reconnu. Gino, Gino, c'est toi! Cet homme mince, brun. On distingue mal le visage, mais la stature, c'est lui, Gino! Sans dire un mot, le rôdeur surpris glisse vivement sa main droite vers sa ceinture, saisit un pistolet et aussitôt fait feu. Monsieur Mouton culbute, le poumon perforé. Castagnoli se plie en deux, atteint au ventre. Abbé se jette derrière la margelle du vieux puits et se cache la tête sous les bras. Revolver toujours braqué, la silhouette fait quelques pas en arrière, puis opérant un demi-tour, remonte en courant le sentier. Mais voici Samatéi qui surgit, lui coupe la retraite et tire à son tour. La grosse pétoire aboie, mais avec le recul manque son but. En réponse, le pistolet du voleur crache encore 2 balles. Frappé au bras, l'ancien garde-chasse lâche son arme et virevolte pour aller s'abattre contre un pied de vigne. Le rôdeur l'enjambe et s'enfuit. Il n'a pas lâché le sac qu'il tient sous le bras gauche. Doucement, Abbé, le seul indemne, sort de derrière le puits et contemple le désastre. 3 corps allongés. Samatéi soutient son bras et se redresse. Castagnoli se tord en se tenant le ventre et gémit. Monsieur Mouton, à demi inconscient, murmure encore « Gino », tandis que du sang lui remonte aux lèvres. C'est au domicile de Monsieur Mouton que les gendarmes de Bormes-les-Mimosas vont appréhender Gino Corni. Et comme si de rien n'était, le jeune Italien passe comme chaque matin dire bonjour. Ça, c'est un peu fort. Et il a beau protester, pleurer, les 4 hommes l'ont reconnu formellement. Dans les phrases hachées de Gino, on comprend à peine quelques mots que l'on interprète tant bien que mal comme des excuses, des regrets. C'est assez concluant. Alors l'enquête est rondement menée, les conclusions tirées. Mais nous sommes début août 1944 et Gino restera en prison jusqu'en mars 1946 avant de se retrouver en cour d'assises. Pauvre Gino. Pauvre procès. L'accusé est seul avec son défenseur pour clamer qu'il est innocent. Mais je n'ai pas quitté la maison de ma fiancée cette nuit-là, demandez-lui. Mais Marie-Louise, l'ex-fleur de la Pampa, n'est pas à la barre. Entre-temps, elle s'est mariée et ne veut pas compromettre la situation de son époux. Pensez donc, il est gendarme, alors. Sa fiancée, parlons-en, protestent les victimes de la nuit dans la vigne. Elle était en convalescence. C'est pour elle qu'il est venu voler des légumes frais. Pauvre Gino. Le père, Ramon Fares, ou ses 2 fils auraient pu se déranger comme témoins à des charges. Oh, nous n'avions pas d'argent pour le voyage, diront-ils plus tard. Le voyage. Le procès a lieu à Draguignan. Bref, Gino est condamné à 20 ans de travaux forcés. L'audience a duré 1 heure. Il faudra attendre 14 mois en prison, pour passer en appel. Les jurés sont émus. On ramène la peine à 10 ans. Dans la prison de Nice, Gino Corni, détenu modèle, fait son travail comme il l'a toujours fait. Mais tout en tressant le raffia, il répète d'une voix douce « Je suis innocent ». Et dans sa solitude, cet appel va trouver le chemin d'un cœur, celui d'une femme. Mademoiselle de Kermadec, assistante sociale auprès des prisonniers. Oh, elle devrait pourtant être blasée. A-t-elle jamais entendu un condamné faire autre chose que protester de son innocence? Si l'on se fiait à ce genre de déclaration, les prisons seraient pleines d'innocents. Pourtant, cet innocent-là, il a bien l'air de ne pas être coupable. Mais que peut-elle faire, mademoiselle de Kermadec? La cassation a été refusée, il faudrait un fait nouveau pour rouvrir le dossier. Cela nécessite une contre-enquête. Les services officiels ne la feront pas sur simple demande. Et quant au privé, Gino Corni n'a pas un sou devant lui. Il n'a pas un sou devant lui, je vous le répète, dit mademoiselle de Kermadec. Eh bien, ça ne fait rien. Si vous êtes sûr qu'un innocent est en prison, je suis votre homme. Celui qui vient de s'exprimer ainsi est un curieux petit bonhomme qui cache une calvitie avancée sous un borsalino au bord impeccablement courbé dans le style Humphrey Bogart. La fumée de son éternelle cigarette au coin des lèvres lui fait toujours cligner ses yeux vifs, et été comme hiver, il arbore un costume discret et fripé. Son col de chemise qui rebique est souligné par un nœud papillon à système. Il s'appelle Jean-Pierre Brun
mais tous ceux qui le connaissent l'appellent l'inspecteur Brun. En fait, l'inspecteur Brun est typographe. Il n'a été policier que tardivement et très peu de temps, au lendemain de la Libération. Depuis, il a repris sa place dans l'imprimerie. Mais il a gardé le virus de l'enquête. Sur la Côte d'Azur, on a vu sa silhouette un peu claudicante se profiler à titre privé dans plusieurs affaires mystérieuses et à chaque fois, il a obtenu, seul, des résultats sensationnels qui ont été de précieux éléments pour faire éclater la vérité. Argent ou pas, votre affaire, je la prends, déclare donc l'inspecteur Brun à mademoiselle de Kermadec, et il repart à zéro dans son enquête. D'abord, il examine les empreintes de pieds nus relevées par les gendarmes dans la vigne de M. Mouton, empreintes mesurant 30 centimètres. Or, le pied de Gino Corni, de la courbe du talon à la pointe des doigts, fait exactement 26 centimètres et demi. En suivant son idée, l'inspecteur Brun relève une phrase dans sa conversation avec M. Cavatore, entrepreneur de maçonnerie. « Ben oui, cette nuit-là, j'ai entendu la fusillade, et de bonne heure le matin, je suis venu prendre des nouvelles chez mon voisin, M. Mouton, en passant par sa vigne. » Et justement, l'empreinte du pied de M. Cavatore fait 30 centimètres. « Ah, peut-être que nous avons relevé dans la journée l'empreinte du pied du voisin, répondent les gendarmes, mais ça ne prouve pas que ce n'était pas Gino Corni, le voleur de légumes. » L'inspecteur Brun repart en chasse, et nous voici devant Marie-Louise, ex-fleur de la Pampa, ex-fiancée du prisonnier, devenue respectable femme de gendarme. Gino? Non. Il est incapable de tirer sur un homme. D'ailleurs, il couchait près du lit de mon frère Raymond cette nuit-là. J'ai attendu pour faire ma toilette qu'il soit rentré de boire un verre. Il était 1h du matin. Ils se sont couchés. Pour sortir, ils auraient dû passer par ma chambre. Je l'aurais entendu. Gino s'est levé comme toujours à 6h pour faire le parquet. Puis il m'a apporté le café. Il était très gai, plaisanté. Il est parti ensuite pour travailler. Tenez demander à mon frère, il confirmera. Le frère confirme. Gino ne s'est pas levé de la nuit. L'inspecteur Brun triomphe. « Oh, doucement, doucement, répond la police. Il s'agit certainement de témoignages de complaisance, fabriqués après coup. D'ailleurs, pourquoi ne les ont-ils pas déposés sous serment devant le tribunal? Non, vraiment, ça n'est pas convaincant. On commence à être agacé du côté officiel. Cet amateur est vraiment obstiné. Dans le public, on s'amuse franchement des démarches de l'inspecteur Brun, d'autant plus qu'un journaliste n'hésite pas dans un article dithyrambique à baptiser le brave homme de Javert niçois. Le Javert niçois. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, le correspondant spécial. Il faut dire qu'il signe l'article de son nom, il s'appelle Brun, lui aussi. Ça crée des liens quand même. Bon sang, je suis sûr et certain que j'ai trouvé quelque chose au cours de mon enquête, quelque chose qui prouve irréfutablement que Corny n'est pas le voleur de la nuit du 2 août. Mais quoi? C'est là tout près, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est trop bête. Ah, tant pis, au lieu de chercher à prouver l'innocence de Gino, si j'arrivais à trouver le coupable. Petite discussion amicale avec le cordonnier Rossi, ex-capitaine du maquis local. Il connaît Gino, il connaît tout le monde. Gino? Ce n'est sûrement pas lui. Ah, vous m'auriez parlé d'un des frères Farès, je ne dis pas. N'étaient pas les derniers pour marauder. On remarquait, nous, au maquis, on n'avait rien à dire. Comment ça? Bon, enfin, voyons, de quelle manière croyez-vous que nous trouvions la nourriture pour nos hommes? Chez l'habitant, comme on dit. Et en général, sans le consentement des intéressés, ils les auraient gardés pour eux, leurs légumes. Ah bon? Et vous descendiez la nuit dans les jardins? Au début, oui. Après, on a envoyé les Arméniens. Les Arméniens? Ah oui! Des enrôlés de l'armée allemande qui s'échappaient et trouvaient refuge chez nous. Alors on les habillait, on les envoyait aux provisions. Hein? Vous les habillez? Bah oui, c'est manière de dire, on leur donnait un pantalon kaki, un tricot marron, un grand sac de toile et vogue la galère. Et un pistolet aussi. Oh, quelquefois, ils en avaient un, c'était des types pas très recommandables, prêts à tirer sur le premier venu, surtout, je me souviens, il y avait un petit maigre qui ressemblait à Gino et qui était copain avec les frères Farès. Et c'est maintenant que vous dites ça? Bah, vous savez, on me l'avait pas demandé avant, hein. Et l'inspecteur Brun effondré rentre chez lui. C'est fini. Les Arméniens sont morts ou repartis dans leur pays. On ne sait même plus leur nom. Jamais il n'aura de preuves juridiquement valables pour innocenter Gino.
Tristement, l'inspecteur Brun relit la déposition accablante de M. Mouton au procès. Vêtu d'un pantalon kaki et d'un tricot sombre. J'ai reconnu Gino Corny. Il tenait un sac roulé sous le bras gauche. Il a saisi un revolver et m'a abattu. Il s'est enfui sans lâcher son sac. Et soudain, l'inspecteur Brun sursaute. Frappe sur son front. Mais que je suis bête! Mais on n'a pas le droit d'être aussi bête! Le voilà qui fonce à la prison, où il a ses entrées. Le voilà face à face avec Gino. Sur le seuil de la pièce, l'inspecteur lance un paquet de cigarettes. « Tiens, Gino, c'est pour toi, attrape !» Et Gino attrape. « Vous avez vu? Vous avez vu ?» hurle l'inspecteur en prenant le gardien à témoin. Le gardien éberlué ne comprend pas. « Donnez-moi votre revolver, Fébrin. » L'autorité, il s'empare de l'arme, la jette sur la table. « Tire sur moi, Gino, vas-y, tire !» Et Gino prend le pistolet, le pointe timidement vers les deux hommes, et le gardien comprend. Mais la voilà la preuve irréfutable. Le voleur a tiré sur M. Mouton de la main droite. Et Gino est gaucher totalement. Il ne sait pas se servir de sa main droite. Voilà. Gino va être libéré. Un prêtre l'accueille dans une ferme en attendant les papiers administratifs. Gino va pouvoir retaper sa santé dangereusement compromise par l'incarcération. Un autre prêtre, un Italien, intervient auprès du pape. Oui, le Saint-Père écrit au garde des Sceaux pour faire accélérer les choses. Et un jour de 1950, Gino repasse la frontière entouré d'une nuée de photographes. L'inspecteur Brun, Borsalino sur l'œil, présente aux caméras un nœud papillon tout neuf. Voilà, l'histoire est finie. On oublie presque que l'on aurait pu s'apercevoir dès le premier jour que le témoignage des victimes innocentait sans doute possible l'accusé. On oublie presque que Gino Corny a passé 6 années en prison et perdu sa fiancée. Mais ce n'est qu'un petit maçon italien sans importance. Heureusement qu'il a rencontré un petit policier amateur sans importance.